On est parti. Bienvenue Julien. Aujourd'hui, j'accueille Julien Musi dans cette interview. J'avais envie, et après je te laisserai te dire plus en détail ce que tu fais, mais de dire en quoi tu m'as inspiré, parce que généralement les gens que j'interviewe, c'est des gens qui m'ont inspiré ou qui m'inspirent toujours. Euh, il y a quelques années, tu es un de ceux qui m'a permis de me réconcilier avec le mot marketing, on va dire, ou juste le fait d'entendre ce mot-là, tu vois, limite, ça me mérissait les poils. Et donc, toi, tu as un travail à aider les coachs à vivre de leur activité. Donc, forcément, il y a une partie vente, marketing, publicité, etc. Et en même temps, comme je t'avais dit la première fois que je t'avais interviewé, tu as un côté humain dans tout ça. Et donc, tu es un de ceux qui a participé au fait de me réconcilier avec ça. Je ne vais pas dire aujourd'hui que j'aime le marketing, je n'en suis pas encore arrivé à ce niveau-là, peut-être ça va venir, mais en tout cas, voilà, il y a eu de ça. Et en réfléchissant avant l'interview, je me disais, en fait, je pense que ton podcast m'a aussi inspiré inconsciemment à moi faire mon podcast et je pense à la manière dont j'ai fait mon podcast inconsciemment. Je pense que tu m'as influencé. J'aime beaucoup ton podcast qui, d'ailleurs, je ne sais même pas le titre. Est-ce que c'est juste Julien Musi ou si c'est Ouais, Libre il a pas Marché? de titre. Il n'a pas de titre. Bon, en tout cas, si Ok. les gens veulent retrouver ton podcast, ils tapent Julien Musi sur Spotify ou autre et je Ouais. pense qu'ils peuvent trouver. Je donne des conseils aux autres sur comment faire du marketing, mais j'applique même pas mes conseils moi-même. Ok, du coup, maintenant, est-ce que tu peux dire un peu plus sur ce que tu fais? Ok. Euh, j'ai j'ai créé une société qui s'appelle la marque à la base s'appelait Leader Ton Marché, mais aujourd'hui on a tout recentré sur la marque No Limit Impact il y a maintenant bientôt 4 ans, dans lequel à la base on avait pour euh, objectif d'aider des coachs et des consultants à développer leur activité uniquement avec le marketing et la vente. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que le marketing et la vente, ça ne suffisait pas et que c'était pas. Parfois, tu as beau savoir comment faire, tu ne le fais pas. Donc, petit à petit, on a inclus de plus en plus de travail autour du développement personnel, de l'être, de toutes ces choses-là, puisque moi, c'est à la base de là dont je viens. Avant d'avoir cette entreprise, j'avais une société de préparation mentale pour des sportifs de haut niveau. Et donc, aujourd'hui, on accompagne pas que des coachs, mais en majorité, effectivement, des coachs qui veulent développer leur activité, mais pas développer leur activité juste pour gagner plus d'argent, comme ça peut être le cas sur Internet, mais qui ont l'envie justement de développer leur activité au service de quelque chose qui fait vraiment sens pour eux. Et c'est ce qu'on fait. Après, en parallèle, on a plein d'autres projets, mais en gros, c'est ce qu'on fait dans les grandes lignes. Ok. Et du coup, cette interview va être basée plus justement sur le développement personnel et l'humain. Euh, Moi, j'ai un concept qui s'appelle Joue ta putain de notes. C'est le nom de mon podcast, c'est le nom de mon groupe Facebook. Et ce que j'entends par jouer sa putain de notes, c'est-à-dire être qui on a réellement envie d'être et faire ce qu'on a réellement envie de faire de sa vie. Parce que pour moi, à partir du moment où tu arrives à jouer ta note à toi et pas essayer de vivre la vie de quelqu'un d'autre ou d'être quelqu'un d'autre, il y a tout un tas de blocages qui automatiquement s'enlèvent. Je t'ai entendu dire une phrase souvent, tu vas me dire si pour toi ça se rapproche de ce concept-là qui est euh, tout système qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Ouais. Euh, Qui vient pas de moi. qui vient Enfin, pas de toi, mais je la reprends de Nicolas Proupin, mais elle vient pas de moi. ok. Et qu'est-ce qui pour toi justement empêche le plus un être humain de suivre sa raison d'être ou de jouer sa note à lui, quoi. Euh, En fait, je me questionne sur ce que tu as dit un peu plus tôt et sur, ouais, sur ce que tu as dit. Et je sais que je le dis parfois, mais j'aime bien remettre en question ce que je dis. Et des fois, les autres m'aident à me remettre en question ce que je dis. Sur ce que tu as vraiment envie d'être, comment est-ce que. Je mourrais d'envie de te poser la question de comment est-ce que tu es sûr que ce que tu crois que tu as envie d'être, c'est, c'est vraiment ce que profondément tu as envie d'être ou que ça aussi, c'est une construction. Parce Hmm. qu'au fond, je pense qu'on va aussi de fantasme en fantasme et que. En tout cas, c'est ce que j'ai envie d'être maintenant, c'est aussi une illusion.
Mais bref, je vais revenir sur ta question. Mais en tout cas, je pense qu'on pourrait aller loin sur cette. Mais Sur ouais, cette, bah, cette- moi, ce- on va pouvoir aller dans cette direction-là, t'inquiète pas. Ok. Euh, ouais, qu'est-ce qui empêche les gens de suivre leur raison d'être? Bon, je pense que, en fait, avec le temps, j'ai évolué sur ma conception assez noire ou blanche de cette question. En tout cas, de cette phrase de toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Aujourd'hui, je pense que je la ferai évoluer cette phrase et par rapport à ce que je crois et ce que je pense aujourd'hui, je dirais plutôt que toute structure qui ne perçoit pas qu'il est en train de vivre, qu'il est en train de suivre sa raison d'être s'autodétruit. Et donc, euh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, je sais que tu as fait pas mal de séminaires avec John, donc on a plus ou moins le même vocabulaire autour de ça, autour des valeurs et de tout ça. Et que, euh, au final, on est tout le temps en train de vivre notre système de valeurs, puisque nos valeurs, c'est pas ce qu'on veut qu'elles soient, c'est ce que notre vie démontre. Et que du coup, en réalité, je suis tout le temps en train de vivre mon système de valeurs. C'est juste que parfois, j'en suis pas conscient. Et donc, j'en suis pas conscient, donc j'essaie de me battre contre ce que je suis et contre la manière, en tout cas la stratégie la plus efficiente que j'ai trouvée jusqu'à maintenant pour nourrir mon système de valeurs. Et donc, pour moi, ce qui empêche les gens de suivre leur raison d'être, c'est de ne pas être conscient de la perfection de leur présent maintenant et de leur comportement maintenant. Parce que tout ce à quoi tu résistes persiste et plus tu essaies de faire autre chose que ce que tu fais déjà, plus ça va créer du conflit. Et pour prendre un exemple concret, pour redescendre sur quelque chose d'un peu concret, euh, je te donne un exemple d'une cliente la semaine dernière. Euh, cliente la semaine dernière qui me dit Julien, j'ai, euh, j'ai un blocage et j'ai un blocage, j'arrive pas à facturer mes clients en coaching. Je fais que des coachings gratuits. Et je lui dis OK, et finalement on creuse un peu et on se rend compte qu'elle n'a pas un blocage, c'est juste que pour elle, elle a d'autres sources de revenus aujourd'hui et que ça fait plus sens pour elle de coacher gratuitement plutôt que de prendre le risque de ne pas coacher pour faire payer d'un argent qu'elle ne veut pas vraiment, dont en plus elle n'a pas besoin et qui n'est pas important pour elle. Et donc, est-ce que cette femme, cette cliente, est-ce qu'elle est en train de suivre sa raison d'être ou non? Bah oui, en fait, elle est déjà en train de suivre sa raison d'être puisqu'elle coach, elle fait tout ce qu'elle aime. Ce qui fait qu'elle croit qu'elle n'est pas en train de la suivre, c'est la comparaison qu'elle a avec ce qu'elle pense que faire du coaching devrait être, facturer, toutes ces choses-là. Et le paradoxe, c'est que tant que tu n'es pas capable de voir la perfection de ce que tu es en train de vivre, tu ne peux pas comprendre quel bénéfice secondaire tu es en train de nourrir. Et si tu n'es pas capable de voir quel bénéfice secondaire tu es en train de nourrir, tu es incapable de développer une autre stratégie pour vivre ce bénéfice secondaire et tu te retrouves comme ça bloqué. Donc, elle est déjà en train de vivre sa raison d'être. Sa raison d'être peut évoluer, peut changer de forme, mais elle ne peut changer de forme qu'à partir du moment où elle est déjà en train de reconnaître sous quelle forme elle vit déjà sa raison d'être. Et Hmm. pour moi, ça a été vraiment une prise de conscience ces derniers mois de me rendre compte que tu ne peux pas ne pas vivre ta mission de vie. Et c'est vrai pour un individu et c'est vrai pour un groupe. Je me souviens qu'il y a 6 mois, j'avais un coach qui m'avait accompagné et je lui disais, moi j'ai envie de... J'étais dans une phase, c'était il y a un peu plus de 6 mois, c'était il y a 9 mois, je pense. J'étais dans une phase où j'étais dans une phase de 2, 3 mois où No Limit Impact avait peut-être moins de sens pour moi. Je me disais, OK, pourquoi on fait tout ça? Moi, j'ai envie de transmettre des choses dans le développement personnel et j'en ai marre du business, toutes ces choses-là. Et il me dit, OK, cette mission-là que tu as envie de vivre, sous quelle forme est-ce que tu es déjà en train de la vivre, tu vois? Et au début, je ne vois pas. Et puis au fur et à mesure, à un moment donné, j'ai des larmes de gratitude de me dire, waouh, en fait, enfin, je suis déjà en train de le vivre. Je, je suis déjà en train de le vivre à 100%. C'est juste que j'en étais ignorant jusqu'à maintenant. Et donc, en étant ignorant que j'étais déjà en train de suivre ma raison d'être, j'essayais d'aller dans d'autres voies pour essayer de vivre quelque chose que je vivais déjà. Et donc, pour moi, c'est plus que ça. C'est toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit, mais c'est surtout toute structure qui ne reconnaît pas sous quelle forme est-ce qu'elle est déjà en train de vivre sa raison d'être s'autodétruit parce qu'elle essaie de courir à un endroit pour aller chercher quelque chose qui est déjà là maintenant.
Ok. Alors moi, j'ai envie de rebondir sur ton exemple de ta cliente et du Ouais, blocage qui finalement était plus vraiment un ouais, blocage. Moi, il y a une question que j'adore poser à mes clients en coaching ou à me poser moi-même, c'est est-ce que ton problème, c'est pas de croire que c'est un problème? ouais, exactement. Ou est-ce que ton blocage, c'est pas de croire que c'est un blocage alors qu'en fait, c'est la solution? Et dans mon groupe Facebook, c'est marrant parce qu'il y a 2 jours, je crois, je posais une question dans le groupe et c'était c'est quoi votre plus belle réussite de 2021? Et une des membres du groupe, mais ma réussite, c'est de davantage passer à l'action. Et puis elle développe et elle dit, bon, par contre, ce qui me saoule, mon blocage, c'est qu'une fois que je suis passé à l'action, euh, ce qui suit après, il y a une phase de paralysie, peur, et je mets du temps à repasser à l'action. Et bon, ça, il faudrait que ça bouge. En gros, elle me dit ça. Et du coup, à ce moment-là, je lui dis, et si cette peur ou cette paralysie, ce n'était pas un mécanisme hyper intelligent pour justement t'aider à plus suivre ton rythme et plus jouer ta note. Et c'est là où tu vois que le blocage, finalement, ce n'est pas vraiment un blocage, mais c'est presque même la solution au truc qui est en train de te dire, bah non, mais en fait, tu es juste en train de pas jouer ton rythme. Comme tu disais, de comparer ton rythme à celui de quelqu'un d'autre où tu crois qu'il va plus vite que toi et tu nies en fait tes propres besoins à toi, quoi. Alors, j'ai envie de challenger ce que tu as dit. Du coup, est-ce que tu penses que quand tu dis on est toujours en train de suivre notre raison d'être, est-ce que tu penses que finalement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient faire un job qui ne leur convient pas ou qui rêveraient de faire tel truc et qui se limitent parce qu'ils pensent que ce n'est pas possible ou parce qu'ils veulent satisfaire les besoins les désirs de leurs parents, etc. etc. Donc, comment tu mets ça en balance entre le fait qu'on suit toujours sa raison d'être et malgré tout, il y a des gens qui ne vivent pas la vie qu'ils aimeraient vivre? Euh, je pense que notre raison d'être, elle n'est pas figée et que la raison d'être que j'ai maintenant, elle n'est pas forcément la même que j'aurai dans 3 mois, mais que si je ne suis pas capable de la reconnaître et de reconnaître sa perfection aujourd'hui, je n'accéderai pas à la prochaine. Et si je prends par exemple le salarié, pour moi, tant qu'il se bat en se disant putain, mon job, c'est de la merde et je dois me casser et aller vers autre chose, en fait, la forme qu'il n'aime pas, elle va juste changer de forme, mais elle va rester là, tu vois. Et, et donc, pour moi, ce salarié, à ce moment-là, il est en train de vivre sa raison d'être, puisque ta raison d'être, c'est quoi? C'est tes valeurs les plus hautes. Et s'il est encore salarié à ce moment-là, c'est parce que sa valeur la plus haute, c'est sûrement peu importe ce qu'il a enregistré dans son système de croyance et de ce que ça veut dire pour lui, peut-être que travailler, j'en sais rien, apporter de la sécurité à sa famille. Et donc, sa raison d'être à ce moment-là, ce qui ne veut pas dire que demain ça le sera et dans 6 mois ça le sera, mais à ce moment précis, sa raison d'être, c'est apporter de la sécurité à sa famille. Mais tant qu'il se bat parce qu'il se compare à l'entrepreneur XYZ qui a lancé son truc et tout ça, qui lui a peut-être pas ce besoin de famille, qui a peut-être pas cette sécurité famille, qui a peut-être pas cette valeur famille, en fait, il sera incapable de reconnaître sa propre vie et il va essayer d'aller vivre la vie de cet entrepreneur qu'il a vu, qui a du succès, sans se rendre compte que une des choses qui est le plus important pour lui, c'est de mettre en sécurité sa famille. Il va se retrouver après 3 mois d'entrepreneuriat à se dire putain, je flippe, tout ça, et me dire putain, je ne suis pas fait pour l'entrepreneuriat. C'est pas que tu n'es pas fait pour l'entrepreneuriat, c'est que tu n'as pas été capable à un moment donné de reconnaître la perfection de ton système de valeurs et la perfection sur le moment de ta raison d'être qui était à ce moment-là peut-être de mettre la sécurité sur ta famille. Donc, euh, ce que je crois, c'est qu'il y a ce que les gens te disent consciemment, okay, de j'aime pas ma vie, tous ces trucs-là, mais que inconsciemment, ça leur convient sous une forme. Et je dis pas ça leur convient avec un regard qui peut souvent être le regard qu'on a dans le développement personnel, avec un regard assez jugeant de Hmm, bon, il a une vie médiocre et ça lui convient. Non, c'est hmm. pas du tout ça. Ça lui convient à ce moment-là. Et je crois que le meilleur moyen d'évoluer dans sa vie, c'est-à-dire de faire évoluer la forme qu'on a et qu'on matérialise, c'est de commencer par apprécier la forme qu'on a déjà. Et que tant qu'on essaie de la fuir, cette forme, on va juste transférer le problème d'espace en espace. Ce problème il va peut-être changer de fond, mais émotionnellement, il sera toujours le même. Et au final, tout ce qu'on veut, c'est une quête émotionnelle. C'est-à-dire que pourquoi quelqu'un veut changer de job pour se sentir un peu plus libre peut-être, ou pour Hmm. se sentir je ne sais quoi. Mais le problème, c'est que s'il n'a pas été capable d'apprendre à aimer la forme de liberté contrainte qu'il a dans son job,
il va se sentir prisonnier de la même manière le jour où il sera entrepreneur. Il peut courir pendant 40 ans après un truc qui a toujours été là, en fait. Ok, et justement, j'ai envie qu'on aille après sur cette notion des attentes versus les conditions actuelles de notre vie. Euh, Est-ce que tu n'as pas, du coup, je continue à pousser l'impression qu'il y a des gens qui vivent la vie de quelqu'un d'autre. Moi, tu vois, la première chose que je fais quand j'accompagne quelqu'un, c'est le rebrancher à ses vrais désirs. C'est-à-dire, bon, toi, on pourrait parler de valeur aussi, mais le Ouais. raccrocher, le reconnecter à ce qui est réellement le plus important pour lui ou pour elle. Et du coup, après ce travail-là, bah, il y a souvent, tiens, je change d'orientation, tiens, je démarre une nouvelle formation, tiens, je change de job. Pas tout le temps, mais régulièrement, il y a des virages, si tu veux, de vie. Euh, et du coup, qu'est-ce qui fait pour toi un moment, enfin, est-ce que c'est possible pour toi cette notion de, bah, justement, en fait, on n'était pas connecté à ce qui était réellement important pour nous? Je sais pas, parce que je sais pas. Je vais te donner un exemple de, de ma vie, tu vois, où je pense que euh, entre 2018 et 2020, entre 2018 et mi-2020, j'ai poursuivi quelque chose que celui que je suis aujourd'hui se dit que c'était un fantasme et que c'était pas important pour moi. Pour autant, pour celui pour qui j'étais entre 2018 et fin 2020, c'était le truc le plus important. Donc, est-ce que c'était un faux désir ou est-ce que c'était un vrai désir? Bah, c'était un vrai désir pour celui que j'étais avant, c'est un faux pour aujourd'hui. Mais ça dépend d'où je le regarde pour mettre l'étiquette de vrai ou de faux désir et toutes ces choses-là. Donc, euh, je sais pas. De toute façon, je- j'ai j'ai un, j'ai un ami, euh, j'ai un ami qui est entrepreneur et qui parle souvent de non-dualité et toutes ces choses-là, qui est un podcast sur le sujet et qui finit C'est tous qui? ses C'est posts. Anthony Ouais, Morveau? ouais, Ouais, je l'ai interviewé il y a ok. 10 jours. Ouais. Et qui finit tous ses posts avec de toute façon, je ne sais pas. De toute façon, j'en sais Ouais, je rien. sais plus c'est quoi la phrase, mais Ouais, c'est ça. ouais. Donc, ouais, de toute façon, j'en sais rien. Ok. Et ouais, parce que moi, du coup, tu vois, j'entends ce que tu dis, mais ça m'interpelle vachement, ce truc de. euh, euh, Bah quand même, en fait, on a tellement de conditionnement de nos parents, de l'école, de la société, de trucs de il faut, de on doit qui nous ont conditionnés pour par exemple, je sais pas, ton grand rêve, ton grand désir à l'intérieur de toi, c'est d'être un violoncelliste professionnel, mais dans ta famille, il fallait, je sais pas, faire des grandes études, et puis tes parents étaient médecins, et puis ils voulaient que tu fasses un truc Ouais, scientifique, et puis tu te retrouves à 30 balais chirurgien, et en fait, ça te fait chier, et tu n'as qu'une envie au fond de toi, même si tu l'as étouffé, c'est d'être violoncelliste professionnel. ok. Et Vas-y. comment comment tu sais que cette envie d'être violoncelliste professionnel, elle vient pas pareil, d'une perception que tu as eue à 4 ans, tu as vu un violoncelliste et tu t'es dit que tu voulais être ça, tu as perçu beaucoup plus de bénéfices que d'inconvénients et qu'au final, c'est un fantasme que tu ressors qui t'appartient pas plus que la vérité de tes parents. Bah parce que pour moi, il y a une vraie différence dans l'énergie que ça va t'apporter, le kiff que ça va t'apporter au quotidien et comment tu vas te sentir dans ta vie. Et pour moi, ouais, il y a la notion de, ouais, ça provient sûrement d'un vide que tu as perçu, d'un truc que tu as perçu pendant ton enfance, mais c'est Ok, quelque chose qui du coup, va plus te nourrir de l'intérieur, quoi. ok. Et si je suis C'est lisse. violoniste jusqu'à mes 45 ans, et à mes 45 ans, je me rends compte qu'il y a un truc, en fait, c'était pas le vrai truc, et qu'il y a un truc qui me donne mais 1000 fois plus d'énergie que ça, et que, en fait, le violoncelliste, c'était un truc qui m'appartenait pas vraiment et tout, mais que ça m'a donné de l'énergie les 15 dernières années. Hmm. Ça veut dire quoi sur le vieux? Est-ce que ça veut dire que c'était un faux ou Bah, pour moi, après, on arrive sur le mythe de, tu vois, de la mission de vie, de j'ai un truc prédéterminé, je suis né avec ce truc prédéterminé, et ça va Ok, être le même du début à la fin de ma vie, et ça va plus bouger. Et pour ok, moi, c'est clair que tu peux avoir un vrai désir d'être violoncelliste et que ça dure 2 ans, et puis qu'au bout de 2 ans, tu te dis,
bon, bah, maintenant, je veux vendre des voitures. Et puis, au bout de 5 ans, tu te dis, non, mais maintenant, ma priorité, c'est ma famille, etc., etc., tu vois. Ok, et du coup, est-ce que entre mes 20 et mes 30 ans, le truc de mes parents, en fait, c'était pas ma priorité du moment et ma mission du moment? Bah, pour moi, en fait, tout part de comment tu te sens dans ta vie, tu vois. De est-ce que ce que tu fais t'anime au quotidien? Et si oui, bah, vas-y, kiffe, continue. Et justement, moi, les gens qui viennent me voir, bah, la plupart du temps, ça part d'une insatisfaction ou d'un truc de bon, bah là, c'est bon, j'en ai marre. Peut-être ça m'a plu un temps, tu vois. Mais là, ça fait 1 mois, 6 mois, 2 ans que ça me fait chier et j'ai envie d'autres choses dans ma vie. Ok. Est-ce que parfois, il peut pas y avoir justement, en changeant le regard sur ce que tu fais, ça peut pas changer le niveau d'énergie que tu as Ah, sans avoir ça, changé oui. ce que tu fais? Je vais pas te contredire là-dessus. Ça, Ok. on est complètement d'accord. Yes. Donc, comment tu sais où est la différence Entre eux. entre c'est pas mon truc parce que j'en ai marre et c'est pas mon truc parce que juste j'ai un regard qui limite mon niveau d'énergie sur le truc. Pour moi, bon, et puis je pense que cette phrase-là, on la partage aussi. Et de cette phrase du maître maîtrise les paradoxes. Mais pour moi, il y a les deux en même temps. Tu vois, pour moi, il y a vraiment ces deux côtés. Il y a ce côté, en fait, quand tu changes ton regard sur ta vie actuelle, même si ça fait 1 an que tu te dis qu'elle est pourrie, mais si tu changes ton regard, tu vas voir qu'en fait, tu vas arriver à voir le beau ou le parfait là-dedans. Et en même temps, euh, bah en fait, ce truc-là, il va peut-être tout simplement plus te faire kiffer que ce truc que tu es en train de faire. Donc, tu vois, pour moi, c'est clair qu'on n'est pas dans soit l'un, soit l'autre. Il y a à la fois le regard qu'on peut porter sur notre vie actuelle et en même temps, pour moi, il y a bah, ça me fait chier en fait. Et puis ça me fait un peu vibrer. Puis ça me fait carrément vibrer, tu vois. Ok. Donc on est les deux et au fond on n'en sait rien. Voilà, on va arriver à cette conclusion-là pour ce thème-là. Au fond, on n'en sait rien. Alors, je voudrais continuer justement sur cette notion de, tu sais, des attentes qu'on peut avoir, de je voudrais que ma vie soit comme ça, ou je voudrais. Ah, puis ça me fait penser que je serais bien allé dans cette direction-là quand même, sur ta petite remarque de début d'interview. Ouais, j'ai envie d'aller là en fait. Où tu as dit, quand j'ai dit être qui on a envie d'être. Ouais. Et c'est vrai que souvent, dans le dev perso, il peut y avoir ce truc de deviens la meilleure version de toi-même, en gros, améliore-toi. Et souvent, sous ce truc-là, il y a un truc qui dit, bah, de base, t'es pas fini, quoi. Il y a un truc qui cloche. Donc, il faut que tu deviennes la meilleure version de toi-même et que tu t'améliores pour mériter, je sais pas, d'être heureux ou quoi. Et je ne sais pas si c'est ça que tu notais dans ma Ouais, première question, justement, mais ouais, ouais. justement, ce truc qui peut être, bah, ce que je suis actuellement ne me convient pas, et donc je veux devenir mieux, un être humain mieux. Et tu vois, j'ai souvent une question que je pose en première séance à mes clients, c'est qui tu veux devenir? Et souvent, tu vois que dans les 15 trucs qui te sortent, tu as 12 trucs qui sont juste des fantasmes d'un Hum, être hum. humain parfait à un côté, quoi. C'est quoi ton regard là-dessus, toi? Ah bah, mon regard là-dessus, c'est que cette idée aujourd'hui, c'est une punchline qui marche bien et que j'utilise aussi. Tu vois, genre, t'obtiens pas ce que tu veux, t'obtiens ce que tu es. Genre, tu sors ça en séminaire, t'as tout le monde qui fait waouh, qui la note. Mais, Ça sent le vécu. mais qu'au fond, elle veut rien dire. Et, et que j'y crois plus à ce truc. Enfin, je crois, tu obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce que tu es. Par contre, je crois plus au fait de. Tu me demandes qu'est-ce que j'ai envie d'être, je ne sais pas te répondre. Et j'ai pas envie de te répondre en fait, parce que pour moi aujourd'hui, je suis tout et je serai toujours tout et ça changera pas grand-chose en fait. Donc, et rien que pour moi, rien que cette quête de vouloir être ce truc ou être cette personne ou tu vois, ce truc de devenir ça, en fait, pose l'hypothèse que je suis pas suffisant aujourd'hui et que j'ai un problème aujourd'hui et que donc du coup, je crois plus à ça. Mais même, enfin, je l'utilise, hein. Je l'utilise encore et je pense que c'est comme tout, tu vois, c'est à certains niveaux de compréhension, il y a des paradoxes. Si on t'amène directement le paradoxe des deux trucs, tu te dis, OK, je comprends encore moins quelque chose qu'avant, tu vois. Mm. Donc, je pense que ça sert à un moment donné
d'avoir un idéal de ce que tu veux être et tu as besoin de ça à un moment donné, tu vois, pour sûrement bouger ton cul et te dire, OK, je vais rentrer dans cette démarche, tu vois, d'apprendre sur moi, de toutes ces choses-là. Mais juste aujourd'hui, pour moi, elle fait plus du tout sens. Pour autant, je vais encore l'utiliser, tu vois, dans des séminaires ou quoi, selon le niveau d'avancement de mes clients et de tout ça. Mais si tu me demandes à moi, là, aujourd'hui, je te dis, je ne crois pas du tout à cette notion de devenir ce que tu as envie d'être. Ok. Et ouais, donc pour toi, c'est un peu un premier step, quoi, une première marche, mais qui Ouais, peut amener vers autre chose. Ok. ouais. Si justement on relie à cette notion d'avoir des attentes qui peuvent être, bah, moi j'attends, enfin, ou j'espère devenir telle personne, ou j'espère avoir cette vie-là, versus nos conditions de vie actuelles, c'est qu'il y a une équation que tu aimes bien et que j'aime aussi beaucoup, qui est bah, ton niveau d'épanouissement, c'est la Hum, distance entre tes attentes et tes conditions de vie actuelles, hum, en hum. gros. Euh, Ouais. et et bah, cette notion, elle peut aussi soulever la question après de, OK, bah donc si en fait, je me satisfais de mes conditions actuelles de vie et que j'ai pas d'attente, bah en fait, j'avance pas ou je me fixe plus d'objectifs ou je ne grandis plus. C'est quoi ton regard sur ça? C'est la question qu'on me pose le plus, je pense. C'est Ouais, vrai? c'est le truc qui fait le plus bugger les gens. Euh, eh ben, alors, j'ai 12 lectures et 12 réponses possibles en fonction de l'audience et de la personne que j'ai en face de moi. Mais déjà, la première question que j'aimerais poser aux personnes qui nous écoutent ou à toi ou je ne sais quoi, c'est et alors, si tu progresses plus, ça fait quoi? Si tu atteins plus d'objectifs, ça fait quoi en fait? En quoi c'est un problème? Et si tu creuses un peu ça, déjà c'est intéressant, je trouve, de creuser pourquoi c'est si grave, de quoi j'ai peur en fait. Et souvent, tu arrives à un truc de parce que je suis pas assez aujourd'hui et que il faudrait que je sois autre chose pour être suffisant, aimé, aimable, toutes ces choses-là. Euh, et ça amène du coup à se poser la question de, OK, c'est quoi l'intention qui drive tout ça? Parce que il y a Mm. un de mes premiers mentors qui m'a raconté ce truc-là, qui disait que l'intention que tu poses au départ, tu la retrouves à la fin. Et il prenait l'exemple d'une cliente qu'il avait accompagnée qui avait divorcé et qui venait la voir en mode putain, je suis défaite et tout ça. Et mon mariage va pas, mais pour autant, je suis triste d'avoir perdu mon mari, tout ça. Il avait demandé, OK, t'avais posé quelle intention au début? Bah, mon intention au début, c'est que je me suis marié, j'avais 16 ans et je voulais juste partir de chez mes parents. OK, t'as eu ton intention en fait. Et je trouve ça vraiment intéressant de regarder nos vies en fait et sur les résultats peut-être pas aussi satisfaisants qu'on aurait pu avoir à certains endroits, de en quoi est-ce que j'ai créé ça et c'était quoi mon intention au départ. Et si tu creuses un peu OK, et pourquoi c'est grave en fait de ne pas atteindre tes objectifs, que tu creuses ça, tu toucheras l'intention à partir de laquelle tu poursuis ces objectifs-là et ça pourra te permettre de te questionner là-dessus parce que si l'intention c'est pour me dire qu'un jour je suis suffisant, en fait, il y a le sous-jacent que Mm. je ne serai jamais suffisant sans faire quelque chose. Donc, en fait, arriver là-haut, il y aura toujours une autre comparaison Mm. avec quelqu'un que tu auras rencontré qui sera plus avancé et tu en seras toujours au même point, en fait. Donc, euh, c'est difficile de répondre théoriquement, tu vois, à cette question de... Enfin, pour moi, cette question, je pense que je coacherais 10 personnes différemment autour de cette question en fonction Mm. de là où ils en sont. Mais j'amènerais juste peut-être les personnes à se questionner autour de ça et pourquoi c'est si grave en fait de ne pas atteindre mes objectifs. Mais vraiment, genre pas juste ouais, bon, c'est un truc perché. Je, prends un papier, pose-toi la question et pose-toi 10 fois pourquoi. Et te rendre compte de ah putain, ils sont un peu fictifs mes objectifs. Bon, par contre, je préviens, il y a un petit disclaimer, c'est que peut-être qu'après t'être posé cette question, les objectifs que tu as actuellement, tu n'auras plus du tout envie de les poursuivre.
Ça, c'est possible. Hmm. Voilà. Hmm. Ok. Pour moi, il y a aussi une notion de c'est quoi le moteur en dessous, quoi. Est-ce que tu fais Ouais, ça avec un exactement. moteur de... En fait, souvent, parce que j'allais dire quand les gens, mais je me mets évidemment dedans, mais quand on Ouais, se bien sûr. fixe un objectif, 90% du temps, il y a inconsciemment, je serai heureux quand je l'aurai atteint. Et encore en dessous, il y a du coup, actuellement, comme je ne l'ai pas atteint, je ne peux pas être heureux. Et du coup, tu fais le chemin en mode insatisfait, frustré, pas heureux, parce que tu ne peux pas être heureux, tu n'as pas atteint ton objectif. Et puis une fois que tu l'atteins, tu es heureux 3 jours. Et puis au bout de 3 jours, bah, ça redescend. Et puis là, tu trouves une autre solution qui, ah bah du coup, je vais me refixer un objectif, mais avec le même moteur qui est ce que je suis là ne me convient pas. Ouais. Et quand tu te fixes un objectif, mais où tu es, ok, bah en fait, je kiffe ma vie, je suis bien, je suis, voilà. Et en même temps, ça me ferait bien kiffer d'aller là-bas. C'est Le ça. moteur, il est clairement différent, quoi. Il y a une habitude que j'ai prise, tu vois, c'est vraiment de, quand je me fixe un objectif où j'ai une envie, euh, c'est de me demander c'est quoi les inconvénients de l'atteindre et, Hmm, et c'est quoi les bénéfices de là où j'en suis, tu vois. Et hmm. si après avoir vraiment répondu à cette question, j'ai toujours envie d'y aller, j'y vais. Mais c'est intéressant parce en ayant cette discussion avec toi, je prends conscience d'un endroit justement où je poursuis un objectif juste parce que j'ai l'impression qu'il le faut, entre guillemets, et que si je l'atteins pas, c'est mal, quoi. Mais qu'au fond, enfin, je vois que j'en ai pas du tout envie. Cool. Alors, on va changer un petit peu de sujet. C'est quoi pour toi? Pour moi, il y a un truc que je retrouve et que j'ai vécu de fou. C'est ce truc de fatigue chronique, de montagne russe, de je suis en forme pendant 2 semaines, puis après pendant 3 semaines, me lever de mon lit, c'est compliqué. Je pense que tout le monde a déjà vécu ça au moins une fois dans sa vie. Je Enfin, pense que jamais, moi. oui, à part toi, je sais bien. À part nous deux, puisqu'on est coach, donc forcément, nous, on vit pas ça, on est toujours au top. Euh, mais voilà, ce truc de montagne russe qui peut durer parfois des années et des années, c'est quoi pour toi là où les choses qui pompent le plus l'énergie d'un être humain? Ah, les émotions non processées. Genre, aujourd'hui, je suis sûr que c'est ça. Ok, tu peux en dire un peu plus? Ouais, toute émotion que tu vis pas et que tu traverses pas et que tu transformes pas. Et je dis les choses dans l'ordre, cet ordre-là volontairement. Tu peux la transformer qu'après l'avoir vécu et traversé. Euh, Ça te fatigue de ouf. Enfin, je vois là, hier, j'étais. Non, c'était hier que j'étais rincé. Avant-hier, je crois. Bref, je me sentais comme une loque. Et, euh, et au moment où je prends conscience de ce que je traîne avec moi pendant 2 jours, là, émotionnellement, et que je n'ai pas voulu regarder Hmm. parce que tu es occupé, et c'est bien plus intéressant d'aller travailler sur des projets bien factuels et matériels quand il y a des trucs que tu peux avoir dans ta vie. Au moment où je prends conscience de ça, boum, regain d'énergie. Ce matin, à 5 heures, je suis à fond, alors que ça faisait 2 jours que je me levais à 8 heures, la Hmm. flemme, tous ces trucs-là, quoi. Hmm. Et donc, tout truc dans ta vie qui crée une émotion chez toi, que tu ne processes pas, ça va te prendre de l'espace, du temps, et ça va être comme, j'aime beaucoup cette image pour ceux qui ont eu un PC, de contrôle-alt supprime, tu vois. On a tous eu, quand on a un PC, ce truc à un moment donné, le truc qui ralentit et tu peux plus charger une page sur Internet. Le truc se met à bugger, tu peux plus rien faire. Et tu es obligé de faire CTRL-ALT supprime et là, tu vois que tu Ouais. as 25 logiciels qui tournent en arrière-plan. Ouais. Et ben, en fait, pour moi, notre vie, c'est pareil. Hmm. C'est qu'est-ce qui prend un PC, il était capable de gérer n'importe quel logiciel si ce logiciel tournait tout seul. Par contre, dès que tu en avais 10 qui tournent en même temps, là, il commençait à ramer, à fatiguer et tout ça. Et ben nous, c'est pareil. Hmm. Et qu'est-ce qui maintient des sujets dans notre tête? C'est quand on a des émotions autour de ces sujets. Et c'est marrant, j'ai interviewé Lynn Burney, qui est une coach et une formatrice de coach néo-zélandaise, et on parlait des émotions justement, et d'à quel point ça peut soit te mettre en énergie, soit te pomper de l'énergie
quand tu les vis pas. Et je suis sûr qu'il y a des gens là qui vont écouter ce podcast ou regarder la vidéo et qui vont se dire, mais comment ça, les émotions? Moi, j'ai pas de souci avec les émotions. Je vis le truc. Et en fait, c'est tellement ancré en nous, ce mode blindage de, Hmm. tu sais, c'est un peu comme, il y a un vigile à l'entrée, la joie, Hmm. ouais, c'est bon, ça passe. La tristesse, non, ta gueule, tu rentres pas. Et on est tellement conditionné là-dedans qu'il y a certaines émotions qu'on s'interdit de vivre Hmm. sans même s'en rendre compte. Et bon, si tu fais ça une fois, ça va, mais quand tu fais ça 200 jours par an fois 10 ans, ta charge Exact. émotionnelle à l'intérieur de toi, ça devient compliqué. Comment tu fais? Parce que toi, tu dis processer, ça veut dire quoi pour toi processer? Et concrètement, c'est quoi pour toi ouais, c'est ça, processer ses émotions au quotidien. Ok. Je pense déjà, le premier truc, c'est d'en prendre conscience. Ce qui peut paraître genre bénin, évident, mais le nombre de fois où je pense que j'ai des trucs qui tournent et j'en ai même pas conscience ou je le vois même pas, tu vois. Hmm. Donc, le premier truc, je pense, c'est en prendre conscience. Une fois que j'en ai pris conscience, c'est décider déjà qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport à ça. Parce que je peux décider de me le traîner 2 jours, hein. Enfin, Hmm. je suis pas obligé, je suis pas dans ce dictat de je dois transformer immédiatement. Il y a des conséquences à traîner ça 2 jours, mais des fois j'ai envie de traîner ça 2 jours. Euh, et ensuite, une fois que j'ai fait ça, ça va être euh, soit en parler. En tout cas, ça va être en parler et ensuite peut-être poser un autre regard sur la situation. Euh, Parce que ce qui maintient l'émotion, c'est c'est ton regard sur la situation. Une émotion, elle prend 1 minute à vivre dans le corps. Ce qui fait que derrière, elle dure, c'est parce que toi-même t'entretiens un regard sur les choses qui maintient cette émotion. Ok. Est-ce que pour toi, à un moment donné, parce que tu parles de changer de regard, est-ce que pour toi, à un moment donné, il y a besoin de la vivre? Ouais, je pense. Ok. Donc en prendre conscience, décider de ce qu'on veut faire, Ouais. la vivre. Et changer de regard. Ok. Pour toi, c'est complémentaire, ces deux choses-là, la vivre, changer de regard. Tu vois, parce Euh, que je te pose cette question, je t'explique pourquoi. ouais, Parce que j'entends. souvent, il y a un truc qui est une fuite des émotions, qui est je vais me Ouais, je vois. percher dans le mental. Je vais me dire, ah, mais c'est quelle émotion? Ah, mais pourquoi je ressens ça? Ah, mais est-ce que c'est bien de ressentir ça? Ah, mais peut-être que cette émotion, elle est là pour machin. Et en fait, je ne la vis jamais. Je suis toujours dans ma tête. Et du coup, c'est ce que moi, j'ai utilisé et que j'utilise toujours comme bonne stratégie de fuite des émotions et que je vois souvent chez mes clients, c'est ça. Euh, Parce que tu vois, il peut y avoir ce piège-là de je me barre dans ma tête et je la vis pas, l'émotion. Ouais. Et du coup, la question que je te posais, c'était, je sais plus, c'était Est-ce que c'est complémentaire? Ouais, je pense que c'est complémentaire. Je pense que c'est complémentaire parce que euh, si tu la vis juste, c'est cool. Mais en fait, la prochaine fois que tu es tranquille pour cette fois, mais en fait, elle va revenir à chaque fois que tu revis la situation. Parce que si par exemple, genre, je sais pas, quand quelqu'un te dit pas bonjour, tu te sens, comment dire, tu te sens rejeté. triste, rejeté, triste, ce que tu veux, Hmm. tu peux le vivre, ok? Et c'est bon, ça va plus te prendre de l'espace dans la journée qui arrive. Sauf que demain, quand il y a de nouveau quelqu'un, tu vas repartir dans ce cycle parce que tu continues à croire que, ok, quelqu'un me dit pas bonjour, c'est-à-dire que je suis rejeté et pas aimé. Donc, et l'inverse, si tu fais juste transformer tes perceptions mais que tu la vis pas, bah en fait, tu continues à avoir tous ces trucs qui sont cristallisés dans ton corps en fait, Hmm. et qui Ok, prennent de l'espace, du temps, de l'énergie, de la vitalité. ok. Qu'est-ce qui, est-ce qu'il y a autre chose pour toi qui justement pompe l'énergie? Tu as parlé des émotions, est-ce qu'il y a autre chose pour toi? Ouais, bah, il y a 12 000 trucs, tu vois, genre la digestion, le, le corps, faire des choses qui t'inspirent pas, euh, toutes ces choses-là. Faire des choses qui t'inspirent pas, enfin, pour moi, je le verrais comme
faire des choses qui t'inspirent te donne de l'énergie, mais effectivement, je pense que faire des choses qui ne t'inspirent pas, il n'y a rien qui te donne moins d'énergie. Je vois que quand il s'agit de ranger ou quoi, genre, il me faut une préparation mentale, tu vois, de 15 minutes Il y quand a un même. coaching, une Ouais, séance ouais, de coaching avant. ouais. Il me faut vraiment ça, tu vois. Et donc, ouais, pour moi, il y a ça, il y a les émotions. Deuxièmement, et je le mettrais égal. Deuxièmement, faire des choses qui te font chier. Et ensuite, tous les trucs extérieurs du type ton alimentation, ton Mm. sommeil, toutes ces choses-là. Mais pour moi, c'est C'est 20% en ces dessus, quoi. trucs-là. Ouais. Ouais, Mm. c'est 20%. C'est un accélérateur, tu vois. Je le vois comme un accélérateur, tout comme, je sais pas, je pense que ça nous est tous arrivé. En tout cas, moi, je vois que ça m'arrive d'avoir des journées où je suis rempli d'énergie. J'ai dormi 6 heures et je sens pas la fatigue dans la journée. Alors qu'à Mm. l'inverse, je peux avoir des fois et tu vois, je dors 6 heures, je pas une alimentation de ouf ou quoi. Et à l'inverse, j'ai des journées où j'ai tout fait bien comme il faut au niveau de l'alimentation. Mm. J'ai dormi Mm. 8 heures et pour autant, je suis assez mou dans la journée parce Ouais. qu'il n'y a rien qui me tire ou alors j'ai une émotion non processée. Donc, c'est pour ça que, enfin, moi, je trouve que c'est pour ça que je parle pas de l'alimentation, du sommeil, de tous ces trucs-là, parce que je pense que ces trucs-là sont déjà bien, on y donne déjà bien plus d'importance que ça n'en a. Pas que ça n'en a pas, mais Mm. si je dois mettre l'accent quelque part, je le mettrai ailleurs. Ouais, c'est clair. Pour moi, un des gros pièges, c'est de croire que il suffit d'avoir une bonne hygiène de vie pour avoir de l'énergie au quotidien. Et c'est super, tu vois, moi, mon hygiène de vie, elle est hyper importante. Bien manger, bien dormir, faire du sport, évidemment. Mais combien de gens tu croises qui ont une superbe hygiène de vie et en fait, ils ont pas de jus, quoi. Et d'autres qui te bouffent McDo 3 fois par C'est semaine ou clair. autre. Et en fait, ils font ce qui les anime, ils kiffent au quotidien, puis tu Ouais, les vois et ils n'ont pas besoin de dormir, ils sont au taquet tout le temps, quoi. c'est clair. Moi j'ai rencontré des entrepreneurs qui m'ont fait shifter vraiment la pression que je me mettais autour de l'alimentation, du sommeil et tous ces trucs-là. Genre des gens avec qui tu passes 5 jours et les gars, ils dorment pas plus de 4 heures. Ils font soirée sur soirée. Ils finissent avec 2 grammes tous les soirs et ils font pas de sport. Et le lendemain, ils arrivent. Quand tu leur parles de leur business et quand ils doivent avancer sur le business, ils ont 12 000 idées. Ça va vite. Ils exécutent. C'est des machines, tu vois. Hmm. Hmm. Du coup, maintenant, tu finis avec 2 grammes tous les soirs aussi. Ouais, c'est ma nouvelle stratégie. Non, 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 mais, enfin, euh, j'ai vu ça, je l'ai raconté à la fois dans une conférence, ça a fait rire, mais c'est vrai en plus, c'est que j'ai vu que un petit verre de champagne avant un webinaire, ça m'est arrivé 2 fois, je crois, dans ma vie. Genre, je suis plus performant au webinaire. Bah voilà, la Mais technique pour les gens, s'ils veulent être plus performants, une petite coupe de champagne avant. ouais. Et après, il y a des études aussi qui ont montré justement. Il y a un livre sur l'alimentation que je recommande vraiment à toutes les personnes qui s'intéressent à l'alimentation, mais pas dans le sens alimentaire, qui ont envie de s'intéresser à l'alimentation, mais d'un point de vue holistique sur Ouais. qu'est-ce que ça apporte psychologiquement, émotionnellement, Hmm. spirituellement, physiquement, qui s'appelle Nourishing Wisdom de Mark David. Et justement, dans lequel, à un moment donné, il prend cet exemple, il prend cette étude qui a été faite où tu mets une boisson qui est neutre. Donc la boisson est neutre, c'est la même boisson pour 3 groupes. Au premier groupe, on dit que cette boisson, c'est comme de l'eau, qu'il n'y a aucune substance. Il y a un deuxième groupe à qui tu dis que il y a du sucre et voilà, il y a du sucre et des choses qui sont pas terribles pour la santé. Et un troisième groupe à qui tu dis que le qu'il y a plein de vitamines, de nutriments, de machins comme ça. Et en fait, ils mesurent quel est l'impact 30 minutes après sur le taux de glucose, sur Ouais. la production de certaines hormones et tout ça. Et ils le refont 6 heures après. En fait, pour exactement la même boisson qui est neutre, tu as un groupe qui produit de la dopamine pour lequel le système sympathique
ralentit, le système parasympathique accélère, toutes ces choses-là, qui sont vraiment en rapport avec le bien-être, la santé, toutes ces choses-là. Et à l'inverse, l'autre groupe à qui on a dit que c'était de la merde va vivre les symptômes inverses, comme s'il y avait vraiment eu ce qu'on a dit. Et du coup, ça fait poser des questions pour toutes les personnes. Et j'ai eu cette phase, tu vois, où je me jugeais énormément, tu vois, dès que je mangeais du sucre et tout ça. Et je suis sûr que dans ces moments-là, enfin, je suis sûr qu'aujourd'hui, mon corps vit beaucoup mieux le fait que je mange du sucre, la viande, des choses comme ça, régulièrement, plutôt que tout le mal que je projetais, entre guillemets, sur ces aliments, où au final, c'est pas le sucre qui était terrible, c'était mon regard sur ce que je mettais dans mon corps qui était terrible. Ouais, on en revient à tout est une question de perception et c'est le regard que tu as sur ce que tu manges qui va avoir d'impact plus que ce que tu manges en réalité. Ouais, c'est clair. Ok, j'ai envie de finir par des questions un peu plus rapides, on va dire. Justement, trois questions impactantes pour toi que les gens pourraient se poser ou que tu aimes poser à tes clients. Ok. La première, c'est une nouvelle que j'ai appris la semaine dernière, mais qui m'a retourné le cerveau, qui est plus une question pour des entrepreneurs, mais que je trouve qui m'a retourné le cerveau. En tout cas, qui m'a ouvert un autre niveau d'opportunité. La première, c'est: et si tout ce que tu avais créé jusqu'à maintenant était juste un entraînement, et si tout ce que tu avais créé jusqu'à maintenant était juste une préparation à l'opportunité de niveau 100 que tu allais poursuivre par rapport à celle-ci, quelle serait cette opportunité de niveau 100? Tu peux la refaire? Ouais. Et si tout ce que tu avais créé jusqu'à maintenant était juste une préparation pour te préparer à l'opportunité de niveau 100 que tu as réellement envie de poursuivre, quelle serait cette opportunité de niveau 100? Quand on parle d'opportunité, on parle en gros d'impact de 100 fois plus. Tu vois. Et moi, ça m'a amené à penser totalement différemment. Donc, je pense que je la réutiliserai vraiment. Première question. Deuxième question. Sous quelle forme est-ce que l'objectif que tu poursuis, tu le vis déjà? Et voilà. Ok, on va rester sur deux. Parce que, en plus, les deux, je les trouve complémentaires. Il y en a une qui t'ouvre le champ des possibles et qui te fait avoir envie de te lever le matin et d'aller accomplir l'impossible. Et la deuxième te rappelle que t'as pas besoin de En fait, on s'en fout. Exactement. Faut faire attention à l'ordre dans lequel on se les pose, du coup. C'est ça. Exactement. J'ai jamais posé cette question en interview, mais je sais pas pourquoi j'avais envie de te la poser. C'est quoi ton mot du moment? Un mot. Je sais pas. Ok. Alors moi, tu m'autorises à donner le mien, même si c'est ton interview à toi. Ouais, vas-y. Moi, c'est savourer. Je kiffe tellement ce mot en ce moment, tu vois, avec cette idée en fait, ce qui compte, c'est même pas ce que tu as, tes objectifs, ta vie extérieure et trucs, est-ce que tu savoures ce que tu as, tu vois. Pour moi, c'est tellement un mot qui te redonne du pouvoir et qui est en train de te dire, non, mais en fait, ça se passe à l'intérieur de toi, en fait. Peu importe ce que tu as dehors, est-ce que tu le savoures ou est-ce que c'est là et c'est là, quoi. Voilà pour mon mot. Le livre le plus sous-coté pour toi? Ça peut être dev perso ou pas dev perso. Ouais, de toute façon, pour moi, ça, c'est le reflet de la société. Hein. C'est que mes livres préférés sont pas les plus connus et les livres les plus connus, je les trouve pourris. De toute façon, il y a une question un jour David Laroche qui pose la question à Darren Hardy comment on fait pour louper sa vie et le gars lui répond
Bah, c'est simple, tu regardes ce que fait 95% de la population et tu fais Mm. pareil. C'est quoi le restaurant le plus coté au monde? C'est Mm. McDo. C'est quoi la boisson la plus bue au monde? C'est Coca. Mm. Donc, je te dirais, je sais pas, d'un point de vue marketing, moi j'adore Expert Secrets que j'ai relu mais 6, 7 fois à Russell Brunson. D'un point de vue plus mindset, euh, How to Make One Hell of Profit and Still Go to the Heaven Mm. de John DeMartini. Ouais, je pense que c'est. Et The Breakthrough Experience, je pense que je partirais avec ces 3 livres sur une île déserte, même si je devais partir sur une île déserte, je pense que j'emmènerais sûrement pas Expert Secret parce que j'en aurais plus besoin pour développer un business. Mais... Ça va moins te servir sur l'île déserte, quand même. même le Hell of Profit. Donc Ouais. j'emmènerais juste The Breakthrough Breakthrough experience, hein. Experience. Ouais. Ok. Ok. Est-ce que, avant qu'on termine, il y a quelque chose que tu n'as pas partagé et que tu aurais envie de partager ou un mot de la fin? Euh, non, il y a. C'est intéressant de. Un truc qui a beaucoup changé dans mon regard ces derniers mois, ces 2, 3 derniers mois, c'est de comprendre que. Mais vraiment de le comprendre pas juste à travers une phrase, mais de l'intégrer que, en fait, le meilleur coaching que je pouvais avoir, c'était de m'écouter parler dans mes, dans mes interviews, dans mes coachings ou quoi, parce qu'en fait, je crois qu'on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Donc pour moi, c'était intéressant. J'ai pris des notes de ce que j'ai raconté. Et pour me demander, j'ai vu les endroits où je disais des trucs que j'appliquais pas, où ouais, je disais des trucs que j'appliquais pas, que je vivais à moitié, des trucs comme ça. Donc c'est bien. Merci pour le coaching. Et j'avoue que moi, c'est un truc que j'aime beaucoup chez toi et que je veux moi-même plus mettre en application, c'est ce truc de ouais, mettre en application ce qu'on dit, ce qu'on prône comme message, et pas seulement que ce soit théorique ou belle phrase et tout. Et je trouve ça vachement inspirant, tu vois, là que tu partages ça, de dire, bah voilà, en fait, j'ai appris de moi-même ou de ce que je disais pendant l'interview, et du coup, que tu sois dans ce truc de, bon, ouais, c'est bien, je dis des trucs, je coach et tout, et en même temps, bah, moi-même, j'applique ce que j'ai envie de transmettre, quoi. Ouais, Donc, parce merci que, pour parce ça. que c'est intéressant parce que je vois aussi que ça peut être. Enfin, il y a les deux paradoxes dans ce que je dis. Tu peux le voir avec le gars, putain, il a énormément d'humilité de se dire qu'il est, qu'il maîtrise pas tout ce qu'il enseigne, tout ça. Et tu peux Hmm. aussi se dire, putain, il a un ego surdimensionné de s'écouter parler, de prendre des notes de ce qu'il raconte. Chacun posera son Ouais. regard sur ça. Je trouve ça marrant de voir que dans chaque chose que tu dis, il y a aussi les deux paradoxes qui sont Hmm. dedans. Hmm. Ok, bon, bah, c'est bien, on termine sur un paradoxe. Je pense que ça clôture bien l'interview. De toute façon, j'en sais rien. Donc, Voilà, ce sera la conclusion. Mais merci, Julien. merci à toi.